Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va apprendre ensemble un nouveau concept macroéconomique qui s'appelle la courbe des possibilités de production. Donc ensemble, on va essayer d'abord de faire trois choses dans notre capsule. On va étudier comment est-ce qu'on peut lire une courbe des possibilités de production. Donc comment est-ce qu'on est capable de la lire, de l'interpréter. Ensuite, on va utiliser notre courbe des possibilités de production pour apprendre la notion de coût d'opportunité. Et finalement, on va définir un nouveau concept, le concept des rendements d'échelle décroissants. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire dans la partie d'aujourd'hui. Euh, pour la prochaine partie, donc la partie 2 en fait de notre capsule sur la courbe des possibilités de production, eh bien, on va s'intéresser aux raisons qui font varier notre courbe des possibilités de production. Donc si c'est la partie qui vous intéresse, je vous invite à directement vous diriger vers la partie 2. Donc d'abord, voyons comment on peut lire une courbe des possibilités de production. Qu'est-ce que ça nous dit, une courbe des possibilités de production? Eh bien, ça nous dit, et ici jusqu'à présent, je vais appeler maintenant la courbe des possibilités de production la CPP par souci de brièveté. Donc la CPP nous donne de l'information sur les biens et services qu'une économie peut produire. Graphiquement, ça ressemble à ça ici. Donc, qu'est-ce qu'une courbe CPP? Comment est-ce qu'on la lit? Eh bien, d'abord, vous aviez ce qu'on appelle la frontière de production. C'est la courbe en bleu de mon graphique. Donc, dans mon graphique, j'ai une courbe en bleu ici. C'est ce qu'on appelle la frontière de production et elle représente ce qu'une économie peut produire lorsqu'elle utilise tous ses facteurs de production. Donc, on se rappelle qu'il y a trois facteurs de production principaux dans l'économie, les ressources naturelles, le capital et le travail. Donc, lorsqu'une économie utilise toutes ses ressources de production, utilise tous ses travailleurs, tout son capital, eh bien, elle va être capable de produire des biens le long de la frontière de production. Ici, remarquez bien que mon économie ne produit que deux biens, du pain ou du lait. C'est par question de simplicité. On pourrait étendre la courbe des possibilités de production à plusieurs biens, mais ça deviendrait difficile à interpréter graphiquement. Toute la surface sous la courbe, donc tout ce qui se situe sous la courbe bleue, ce sont des productions économiques, des combinaisons de production économique qui ne requièrent pas l'utilisation de l'ensemble de nos ressources économiques. On va donc dire que ce sont des allocations inefficaces. Inefficaces parce qu'on serait capable de produire davantage de biens et services. Tout ce qui se trouve au-dessus de ma frontière des possibilités de production vous est inaccessible. Et là, ça dépend des manuels. Certains manuels d'économie vont vous dire que la partie supérieure à la frontière de production est accessible momentanément. Donc, momentanément, on peut demander à nos facteurs de production de travailler davantage. Concrètement, on pourrait penser, par exemple, que ça l'implique de faire du temps supplémentaire aux travailleurs. Donc, pendant en ce moment une pandémie de coronavirus, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on peut penser qu'on pourrait demander à des infirmières de faire du temps double, de faire du temps triple pour essayer de répondre à la pandémie. Donc, momentanément, on est capable de produire au-delà de la frontière, mais ce n'est pas un équilibre qui est soutenable. Donc, à long terme, une économie qui se déroule bien, une économie qui va bien, qui ne surexploite pas ses ressources, devrait se situer quelque part le long de la courbe des possibilités de production. Ça nous emmène maintenant au concept de coût de renonciation. Donc, lorsque toutes nos ressources sont utilisées, c'est-à-dire qu'on produit sur la frontière en bleu ici, eh bien, pour produire davantage de l'un des deux biens, on va devoir sacrifier des unités de l'autre bien. Ici, je m'explique avec un exemple. Imaginez-vous qu'initialement, vous produisez au point B. Donc, au point B, vous produisez une unité de lait et 7 unités de pain. Mais que vous désirez plutôt produire au point D. Donc, vous préférez produire au point D 5 unités de lait et 5 unités de pain. Alors, ce que ça implique, si vous étiez au point B initialement, eh bien, ça implique que vous allez sacrifier 2 unités de pain, vous allez produire 2 unités de pain de moins, mais en contrepartie, vous allez les produire 4 unités, vous allez aller produire 4 unités de lait supplémentaires. C'est ce qu'on appelle un coût de renonciation. Pour produire 4 unités de lait, j'ai dû renoncer à 2 unités de pain. Entre le point D, entre le point D et le point C, on remarquerait que le coût d'opportunité n'est pas le même. Donc, dépendant d'où vous vous situez
d'où vous vous situez le long de la courbe des possibilités de production, le long de la CPP, votre coût de renonciation va changer. Donc, je vous laisse en exercice. Je vous laisse en exercice et vous pouvez le valider dans les commentaires. Si vous le validez dans les commentaires, je vais aller le corriger. Donc, vous pouvez calculer c'est quoi le coût de renonciation de produire du lait au point C si initialement vous étiez au point D. Naturellement, ça nous emmène directement vers la suite de notre problème, c'est-à-dire les rendements d'échelle décroissants. Donc, vous aurez remarqué que ma courbe des possibilités de production, ma CPP, est concave. Le coût de renonciation change à travers le temps, en fait à travers le niveau de production. Lorsque vous êtes au point B, le coût de renonciation pour produire plus de lait est très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez sacrifié seulement 2 unités de pain pour produire 4 unités de lait additionnelles. Et bien, entre le point D et le point C, pour produire 2 unités additionnelles de lait, vous avez dû sacrifier 4 unités de pain. Donc, le coût de renonciation du lait devient supérieur. Vous avez renoncé à beaucoup de pain pour produire un tout petit peu plus de lait. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique le concept de rendement d'échelle décroissant. Ça veut dire essentiellement la chose suivante. Lorsque vous produisez une unité, la prochaine unité va être plus difficile à produire. Le coût de production d'une unité est marginalement décroissant. Donc, chaque unité que vous allez produire, chaque prochaine unité que vous allez produire va toujours être plus compliquée, plus coûteuse, plus difficile à coûter que la précédente. C'est pour ça qu'on appelle ça des rendements d'échelle décroissants. Les concepts de rendement d'échelle croissant existent, mais sont beaucoup plus rares en économie. Donc, avec des rendements d'échelle croissants, vous allez avoir une courbe des possibilités de production qui, plutôt qu'être concave, serait par exemple convexe. Dans vos manuels, vous allez voir, vous, une courbe, une CPP concave, tout simplement parce que les rendements d'échelle décroissants sont beaucoup plus observés dans l'économie que les rendements d'échelle croissants. Les rendements d'échelle croissants sont, somme toute, relativement rares. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir de la capsule d'aujourd'hui? Eh bien, ce qui est important de retenir, c'est d'abord et avant tout le concept de coût d'opportunité. Vous allez le retrouver partout en économie et ça va vous suivre tout le long de votre apprentissage en macroéconomie et en microéconomie. Vous avez également le concept de rendement d'échelle décroissant. Donc, vous devez être capable de définir les rendements d'échelle décroissants dans vos mots, et c'est une hypothèse qui est omniprésente en économie, qui va affecter la façon dont on fait de la modélisation macroéconomique. On va avoir l'occasion d'y revenir ensemble lorsque ça va être pertinent d'y revenir. Donc j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les concepts de la courbe des possibilités de production. Si vous avez des questions, des interrogations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, enfin me contacter ou contacter vos collègues qui écoutent la vidéo à l'aide des commentaires.